Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Mot à mot, Valère Novarina, pour un spectacle, on est ici au Cloître des Carmes. Ça s'appelle le Vivier des noms. Mais le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Ouais. Ah mais je vois pas du tout ce que c'est. C'est drôle. Oui, oui. Parce qu'on l'entend au début de vos spectacles. Mercedes Sosa. La chanteuse argentine. Au début du spectacle. On était là hier, on peut témoigner qu'on entend Mercedes Sosa. Ah non, c'est peut-être un moment des acteurs qui amènent un poste de radio. Oui, non oui. Oui, il y a des intrus. Il y a deux acteurs intrus qui arrivent en retard au bout d'une demi-heure et ils ont un maillot un peu bizarre, un journal du off à la main, et puis oui, il y a une musique. Alors donc c'est Mercedes Sosa. Absolument. Voilà, bienvenue à Mercedes Sosa qui fait une interruption très, très comique dans le début de la pièce. Pourquoi un journal du off? Non, du off ou du in, je sais pas, avant c'était un plan de Paris ou un journal. Enfin, ils ont quelque chose entre les mains, ils ont une bouteille d'eau surtout. Voilà. Mot suivant, c'est chien. Ah oui, le chien, c'est un beau chien en toque, réalisé par Jean-Paul de Winter, qu'on a depuis au moins 5 ou 6 spectacles et qui est devenu un peu une mascotte. Et là, c'est Joël Hourbet qui l'a placé comme ça parce qu'il garde l'entrée. Dans le fond, comme les chiens dans la mythologie égyptienne, il garde l'entrée. Et Joël Hourbet, qui va tout le temps en Inde, lui a fait une petite pastille rouge ici, pour je ne sais pas quelle raison, parce qu'il m'a expliqué que c'était un chien qui était bénéfique. Enfin, de toute façon, il est bénéfique et tout le monde lui donne un nom d'ailleurs. Moi, je l'appelle Rex, mais quelqu'un l'appelle. Il est là depuis une dizaine de spectacles. En plus, on reprend souvent des accessoires anciens, comme un petit cirque qui n'a pas l'argent d'avoir des accessoires nouveaux. Donc l'usure des choses aussi fait partie. Puis ça, je pense que ça aussi, ça crée quelque chose dans la mémoire des acteurs. Les acteurs se souviennent des spectateurs, des spectateurs peut-être aussi, mais surtout les acteurs. Ça se met en rapport avec leur travail précédent. Il y a une sorte de sédimentation de tous les spectacles les uns sur les autres. Vivier. Pourquoi est-ce qu'on retombe sur ce mot vivier? Parce que, bon, il se trouve que sur mon ordinateur, dans mon bureau, aussi matérialisé par un document à part, il y a quelque chose où je mets les noms qui me viennent en plus tout le temps. Alors je les mets dans le vivier des noms. Je trouvais que ce mot vivier était beau parce qu'il y a vie dans vivier. Mais par exemple, c'est un mot qui est très difficile à traduire en anglais. En anglais, je crois que c'est bassin d'alimentation pour je sais pas quoi. Enfin, c'est ce qui est complètement non poétique, tandis que le vivier des noms aussi avec l'idée que les noms se reproduisent presque d'eux-mêmes aussi, qu'il y a quelque chose d'organique dans le développement de la pièce et que le langage est aussi quelque chose de la physique ou de la vie. Écolalie. Écolalie. Écolalie, très bien. Écolalie, oui, en tout cas, écho, très bien. Oui, langage en écho. Oui, c'est-à-dire la répétition à l'infini. Très bien. L'idée qu'on vient creuser quelque chose pendant 2h30, que se développe devant nous un objet résonant, raisonné, et je sais pas, il y a quelque chose de plat et dans la fin de plus en plus creusé par les échos. On a de l'écho là, parce qu'il y a des gens qui visitent le Cloître des Carmes, et c'est intéressant parce que ça me faisait penser à écolalie justement. Même si on ne distingue pas ce qui est, Écolalie, c'est parler par écho plutôt. Oui, et puis surtout c'est. Et puis moi, je suis aussi de la montagne où l'écho est un personnage, un interlocuteur important. Ouais. Travail. Comment travaillez-vous? Travail, j'aime bien ce mot, travail, oui, voilà. Comment je travaille, c'est toute une histoire. Hein. Je travaille de façon, en grosso modo, à l'aveugle, pendant très longtemps à l'aveugle, en oubliant complètement que je dois faire quelque chose pour le Festival d'Avignon, complètement isolé dans mon problème et sans en parler à personne. Et ensuite, beaucoup par correction d'épreuves. Quelqu'un met le texte au propre et je travaille en surchargeant de correction d'épreuves et ça va écrire de façon très gestuelle et rapide. Et la dernière phase, tout ça en simplifiant un peu parce que c'est plus compliqué que ça, la dernière phase c'est l'affichage de tout au mur.
Et à un moment, je tire avec l'ordinateur en caractère très petit, et la dernière phase, c'est une phase d'ambulation dans le livre sur les murs. C'est grand chez vous? Oui, c'est un atelier, j'ai quand même un peu de place. Oui, oui. Et je suis obligé de travailler dans un atelier, je ne peux pas travailler au bistrot, ni à gauche, à droite. Et il faut, très important, d'avoir du volume autour de soi, d'être dans l'espace. Je ne sais pas comment dire. Le mot dans l'espace. J'ai les endroits où j'écris, j'essaie d'écrire dans des pièces grandes. Sur cette idée du mot du mot manquant, le manque qui est constitutif du langage, est-ce qu'il y a une forme de jouissance à inventer en permanence, de manière échoïque, comme dirait l'autre, du mot? Oui, en tout cas, c'est vrai que à un certain moment, au moment du drame de la vie, surtout, j'étais devenu une fontaine de noms. Enfin, c'est-à-dire les noms de personnages me sortaient comme ça, joyeusement, de sorte que le livre suivant, qui était le discours aux animaux, je me suis interdit d'utiliser plusieurs noms. Il n'y a qu'un bonhomme qui parle, etc. Donc, mais il y a une joie du surgissement du langage, une joie de la floraison et de la liberté des langues. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, la littérature du XVIe siècle, où il y avait peut-être plus de souplesse que maintenant, ou qu'au XVIIIe siècle. Plus d'invention. Oui, que c'est le français comme langue inventive. On va regarder un extrait du Vivier des noms, qui a été capté à Avignon, au cloître des Carmes. J'ai essayé pendant 366 après-midi de dire de suite la liste entière de tous les nombres qui sont au monde. J'attendais d'eux la catastrophe. J'attendais d'eux qui me précipitent. Recommencer. Un après-midi de mars, j'ai atteint 786 000 milliards 824 millions 127 822. C'est tout. Le lendemain, beaucoup moins. Si même nous, les humains, nous n'arrivons pas à énumérer nos propres nombres jusqu'à la fin, c'est que nous sommes partis d'un mauvais commencement. Voici les cendres de mon père, les cendres de ma mère. Je les mélange et je n'apparais point. Je les secoue. Me voici, moi. Je les divise. Voici les cendres de mon fils arrière et les poussières de l'arrière-petit-fils de mon prochain grand-père. Je les mélange en une immense boîte à joie et je les verse une à la poubelle dans la nuit. Là on ressort avec un mot qui est distinguo entre le moment de l'écriture et le moment de la mise en scène. Est-ce qu'il y a une barrière? Oui, alors je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas si c'est pour moi le mot distinguo de retournement, je dirais plutôt de retour. D'accord. Alors, en caricaturant, avec la mise en scène, je passe à l'ennemi. Je passe de l'autre côté. Je passe du côté du spectateur, de la production, de l'organisation, de l'économie de tout ça, au point de vue esthétique et financier aussi. Et dans l'écriture, je suis aveugle comme l'acteur. Donc le travail d'écriture, c'est certainement comme un travail de l'acteur, aussi très isolé, solitaire et toujours à vif. Il y a très peu de choses qui sont écrites froidement, tout est écrit à chaud, comme l'acteur travaille un peu à chaud. Et puis après, c'est complètement changé de côté. D'ailleurs, si je sais le texte par cœur, mais si je vais depuis la scène, depuis la salle, je sais le texte par cœur. Si je vais sur le plateau pour remplacer un acteur, par exemple, je sais plus rien. Il y a vraiment une barrière. C'est pas une barrière, mais une membrane de réversibilité entre je m'intéresse beaucoup à l'orientation des choses au théâtre, court, jardin, lointain, etc. Et à ce changement d'espace très violent de passer de la coulisse à la scène, et ensuite ce passage très fort, enfin même dans le théâtre occidental, de la rampe, enfin je sais pas comment dire. C'est des espaces qui se retournent, qui se renversent. C'est oui, l'idée de renversement, de paradoxe, est fondamentale dans l'impression que j'ai du théâtre. Le mot suivant est rire. Et ça va justement avec ces deux places qui sont les vôtres, parce que j'ai pu assister à l'un de vos spectacles une fois, et j'étais derrière vous, et vous riez de vous-même. Enfin, vous riez de ce que vous avez mis en scène. Oui, ça peut arriver, oui. Rire, que le rire n'est... là, je prendrais le contre-pied de Baudelaire, que par ailleurs j'aime bien. Je dirais que le rire n'est pas du tout satanique. Le rire est baptismal. Il y a un baptême, il y a un nettoyage revivifiant par le rire. Le rire soigne.
Mais je ne sens pas du tout ricanant. C'est pas un rire de ricanement, mais le rire est libérateur aussi de la respiration. Parce qu'il y a une espèce d'asphyxie, on rit comme l'éternuement, je sais pas, il y a quelque chose, donc béni soit le rire. On reste dans le spectacle avec l'expression le rouge et le noir. Élément de décor, le vautrer dans le décor, on a derrière. Le rouge et le noir, oui, ben c'était... oui, c'est fait de nombreux dessins simplement avec du rouge et du noir, qui sont des couleurs très primitives comme ça. C'est de l'ocre et du charbon de bois. Enfin, je sais pas, c'était l'idée de pauvreté, d'utiliser des moyens pauvres. Et là, on a choisi les carmes avec l'idée de respecter les carmes, de ne pas envahir les carmes de choses extérieures, je sais pas, de Club Mickey, de piscine, de plein de peintures comme on a fait pour d'autres spectacles qu'on a fait avant, mais de toucher un peu au sol et à peu près tout, peut-être un petit peu plus, mais d'être très délicat avec les carmes. Et les répétitions, on avait très peu de temps ici pour répéter, quand même 2 filages, et le second était la générale, et des conditions assez dures du point de vue technique, plus que d'habitude à cause de toutes les difficultés. Mais le cloître nous attendait, et Richard Pierre, qui joue l'ouvrier du drame, a eu une jolie formule, il a dit « le cloître est notre ami ». Donc le chien nous protège, le cloître est notre ami. Il fallait des bonnes ondes, parce qu'on était vraiment souvent dans une tempête aussi, la tempête de Mistral. Pas que. Parce que le mot suivant... Pas que cette tempête-là, puisque le mot suivant... Ah oui. Le mot suivant est tranchant. Tranchant. Le mot c'est tranchant. Le mot c'est tranchant. Très bien. Je pourrais ajouter Daesh par exemple. Mais tranchant, je veux dire tranchant, pour moi c'est Picasso, le tranchant du cubisme, le tranchant des contrastes nets entre les choses et pas la psychologique, mais que ce soit décomposition de l'homme. Décomposition de l'homme en plans successifs et pas... C'est toute la difficulté avec les acteurs, c'est ça, qu'il n'y ait pas de liant psychologique, mais qui montre qu'il y a le théâtre comme lieu d'une diffraction, d'une décomposition de l'image humaine, mais pas au sens de pourriture, au sens de décomposer comme décomposer une figure. Le tranchant dans la peinture, mais il y a aussi le tranchant de l'égorgement, comme vous le symbolisez dans votre pièce. Si vous voulez, comme chacun d'entre nous, je n'habite pas une île déserte et une tour d'ivoire, et pendant que j'écris la pièce, et 2 ans que j'écris la pièce, des choses m'arrivent de l'extérieur, dont ces épisodes, je ne sais pas comment dire, on ne sait pas comment dire, voilà. Donc, mais l'autre jour, il y a eu une réunion justement avec les CMEA, qui sont cette organisation de spectateurs créée pendant le Front Populaire, et des spectateurs, disons, je sais pas quel est le mot, pas professionnels, pas avertis, mais des spectateurs cultivés par leur perception, pas forcément cultivés par c'est cet art du spectateur qui se développe à Avignon, qui est la chose la plus précieuse d'Avignon, m'avait dit Alain Cronbeck. Il m'a dit le cœur d'Avignon, c'est les CMEA, et voilà, vraiment ça se vérifie encore cette fois-ci. Quelqu'un a dit que le spectacle lui avait fait du bien parce qu'il avait osé regarder en face ce qu'il ne regardait pas à la télévision. À la télévision, il ne voulait pas regarder ça, et c'est vrai que c'était... Et là, de le voir en carnaval, en comique, en ridicule, tout d'un coup, c'est là que le théâtre quand même soigne. De même que le carnaval soigne. Fluide. Très bien, fluide. Reprendre conscience, les acteurs, les spectateurs, les lecteurs, que le langage est un fluide dans l'espace, qui heurte les murs, puis un spectateur, puis l'autre. Il y a une sorte d'écoulement de balistique, si j'ose dire, du langage comme fluide, et que dans les obsessions que j'ai, c'est que pas l'obsession, enfin bon, chose qui revient tout le temps, que la linguistique est une partie de la physique des fluides. Et que le langage se répand comme une eau par capillarité, que le sens est plus par capillarité et creusement et écolalie et creusement d'un corps caverneux, d'essence, plutôt qu'écoulement du sens unique. Et j'aimais bien écoulement, je vous aurais dit aussi écoulement, mais
derrière, je mettrais infini. C'est-à-dire que pour le metteur en scène que vous êtes, ou l'écrivain que vous êtes, enfin celui qui écrit en tout cas, celui qui invente, Non, oui. Comment est-ce qu'on sait que c'est fini? J'aime aussi fluide, parce que dans fluide, il y a, il me semble, fleuve. Dans fleuve, il y a rythme, parce que je crois que le mot rythme vient du mot fleuve, en grec, ou apparenté. Et il y a aussi l'idée d'un déversement et d'un don. L'idée peut-être d'une offrande, de quelque chose qui est offert. Donc le langage s'écoule et est offert. On vient... Enfin, voilà. Mais alors comment peut-on l'arrêter? C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment on décide que là est le point? Ben alors, là, ce qu'il y a, les noms, dans le drame de la vie, il y avait 2587 noms, et depuis, c'est les noms qui sont accumulés malgré moi depuis le drame de la vie, et j'étais à New York, je crois, où j'ai compté les nouveaux noms du vivier des noms. Ça faisait à peu près aussi 2500. Je me dis, j'arrête, c'est là, voilà, il n'y en a plus, il n'en faut plus. Maintenant, il faut arrêter peut-être, maintenant, je ferai un livre sans aucun nom, quoi. Ben on arrête aussi quand les répétitions commencent, l'écriture s'arrête, parce que l'écriture, tout est fixé avant les répétitions, sauf que les répétitions apportent une orchestration par les acteurs, etc. Est-ce que vous connaissez Claude-Louis Combet? Oui, nous avons participé à un colloque sur Madame Guyon. Et Claude-Louis Combet est cet homme qui dit qu'il ne fait pas de brouillon. Autrement dit, toute son écriture, qui a la densité que vous lui connaissez, oui. Toute son écriture lui serait donnée. On sait par ailleurs le rapport qu'il entretient au mystique, et notamment à leur biographie, lui-même est un mystique. Et je me dis, quand on écrit et qu'on invente comme vous, est-ce que ça vous est donné, ou est-ce que, je reviens au mot que j'utilisais tout à l'heure, est-ce que c'est du travail? Ou est-ce que ça... ce qui serait alors une folie, une forme de folie? L'un n'empêche pas l'autre. Hein, J'entends bien. Je ne dis pas que vous êtes fou. Hein. Non, mais... Vous êtes borderline. Oui, certainement. Oui, il y a quelque chose qui est dicté. Aussi l'impression qu'à un moment, d'ailleurs c'est pour ça qu'au début, 2 ans avant, j'ai angoissé. Mais après, il y a un moment, c'est curieux, très précis, où j'ai l'impression que tout a eu lieu. Que ça a déjà eu lieu, il n'y a plus qu'à s'acheminer vers la chose qui a eu lieu. Donc une sorte de sérénité, dans le fond, par le travail. Et il faut que j'aille au bout. C'est le livre qui se fait. Il faut que j'aille. Le livre doit aller au bout. Mais je le comprends pas forcément. Mais en tout cas, très opposé à toute conception mécaniste du travail artistique, et plutôt du côté d'une conception organique, même du côté de la. Je sais pas. Enfin, oui. Presque de un rapport avec des forces qui sont autour de nous, qui nous agissent. La parthénogenèse et pas l'Oulipo, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Alors, il y a 2 mots. Il y en a un que j'aime bien, mais c'est ma seule capacité d'invention ou de mémorisation. C'est l'anem électro-recul pédalico peuvant Tobrosso paraclousique. C'est le vélo fou du sapeur camembert. On voit tout de suite ces nombreuses dentelures, ces rouages sans fin, et on voit la machine de Tinguely immédiatement. Ouais, voilà. Et ça, c'était un beau mot, me semble-t-il. Et puis un mot qui peut correspondre à l'actualité dans laquelle vous êtes aussi, c'est pléonexie. Chez Platon, c'est le tout de suite, et plutôt et surtout au détriment des autres. Oui, alors là, justement, je reviens à quelque chose de très précis, une histoire très précise. C'est à la montagne, au-dessus de mon chalet, il y a une petite alpage avec un peu au-dessus un endroit, un bistrot. Et il y a quelques années, j'étais là-haut, il y a des tables dehors, il y avait 2 paysans du coin, enfin des gens du coin, qui étaient là face à face et qui ne disaient pas un mot. Je me dis, ils ne disent pas un mot, ils vont dire quelque chose d'important tout d'un coup. Alors je prête l'oreille, il y en a un qui dit, il y a trop de tout. J'ai trouvé ça extraordinaire comme résumé de l'époque. Il y a trop de tout. L'autre n'a pas répondu, mais en effet, on peut dire qu'il y a trop de tout aussi. Enfin, après, on peut voir ça différemment. Et l'autre histoire, parce que j'écoute beaucoup, j'ai beaucoup les oreilles qui traînent, hein, mais il n'y a pas toujours des choses extraordinaires comme ça, mais quelques années plus tard, je crois, je ne sais pas si c'était, oui, peut-être dans le même bistrot, un homme qui était en face de sa compagne, il dit rien, donc j'écoute. Puis tout d'un coup, il dit « J'ai horreur des gens ». J'attends encore. Il dit « Parce qu'ils sont plus intelligents que moi ». C'est extraordinaire. Comme les gens, c'est comme des pierres tombales, des tatouages, des inscriptions définitives qui résument le drame d'une vie. Comme ça. Et aussi, donc, dans la pièce, il y a des personnages résumés en une toute petite réplique.
J'ai vécu pour me venger d'être. Ma mère n'a pas eu d'enfant. Le plus court possible. Voilà. Merci Valère Novarina. Merci à vous. C'est un beau mot, merci. Ah oui, merci, ça, oui, merci. Alors, merci, ça vient du latin, c'est quoi alors Vous allez me le dire. Je ne sais pas. Je sais pas, non mais je veux dire en grec. Ah non, en grec c'est Eucharisto. Eucharistopoli, merci beaucoup. Eucharisto, c'est l'Eucharistie, etc. Attention. Oui, merci. Je pense que non, mais merci amènerait à la grâce. Peut-être assez vite, non? Je sais pas. Non, Eucharisto, merci. Il faut appeler Combet. On va appeler Louis Combet. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.